Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter la boucle à verrouillage de phase avec des manips qui vont tourner derrière cette vidéo. Nous allons utiliser une maquette de boucle à verrouillage de phase analogique avec un multiplier, maquettes qui sont disponibles pour les TP. Je vais commuter entre la partie cours, de la présentation PowerPoint vue en cours, ainsi que les captures d'écran que je vais faire en direct. Capture d'écran qui vont provenir de deux oscilloscopes. Un oscilloscope, comme je suis en train de vous le partager, qui va se focaliser sur les deux signaux asservis de la PLL. En jaune, le signal d'entrée qui va être la consigne indirectement en fréquence ou en phase auquel on va s'intéresser. Donc on va faire changer au cours des manips. Et puis ici en bleu-violet, le signal qui est le signal de retour du VCO. Donc voie 1, voie 4. Et puis j'aurai un deuxième oscilloscope. Le deuxième oscilloscope va nous permettre bien sûr de revoir en jaune et en bleu les deux signaux que l'on vient de présenter, mais aussi sur la voie numéro 3, donc en rouge ou rouge-rose selon les écrans, donc le signal de sortie du multiplier, et puis en vert le signal de sortie du filtre, donc qui va commander le VCO. Sur la partie de droite, dans les mêmes couleurs, on a les deux spectres importants, donc qui sont les spectres du signal de sortie du multiplier et le signal en vert, qui est le signal après le filtrage. Donc on va commuter un petit peu entre tous ces écrans, donc de manière à pouvoir illustrer la boucle à verrouillage de phase, avec notamment les grandes caractéristiques. Il n'y aura pas de grands aspects quantitatifs, il n'y aura pas de modélisation de la boucle sous forme linéaire, ce seront que les visualisations ici des signaux que l'on peut voir soit en temporel, soit en fréquentiel. Donc la boucle à verrouillage de phase, je vous rappelle quelques principes. Je vous rappelle qu'il y a un comparateur de phase. Donc ce comparateur de phase sera ici joué par le multiplier analogique. Ce comparateur de phase, il va prendre en entrée la tension qui indirectement va être la consigne de fréquence ou la consigne de phase. Ce signal d'entrée qui était jaune dans les deux oscilloscopes est un signal qui a 1 volt d'amplitude. Ensuite, on a un deuxième signal d'entrée du multiplier, donc du comparateur de phase. C'est le signal de sortie de la boucle, qui est le signal de sortie aussi du VCO. Ce signal-là aura également une amplitude de 1 volt. C'était le signal qui était en bleu ou en violet sur les écrans que je vous ai présentés. Initialement, on va le voir, ce signal-là du VCO, je l'ai réglé à 150 kHz. Après le comparateur de phase, je vais fixer les idées. Donc ici, je vais noter que nous allons avoir par défaut une fréquence FR0 libre qui sera de 150 kHz. Le signal d'entrée, c'est lui qui va avoir une fréquence que je vais noter dans toute la suite FE et qui va varier bien évidemment pour voir à quel moment la boucle va être asservie et à quel moment elle ne va pas l'être. Donc après le comparateur de phase, on a un signal D de T qu'on va analyser en temps et en fréquence, et ce signal va passer dans le filtre passe-bas. Ce filtre passe-bas est un filtre du premier ordre. Le paramètre important, c'est qu'il va avoir une fréquence de coupure, lui, de 5 kHz. Le correcteur étant facultatif, on va l'oublier dans un premier temps, et donc du coup, le filtre passe-bas va directement être rebouclé sur le VCO. Alors juste une petite remarque, pour pouvoir ajuster finement la fréquence d'oscillation libre du VCO, on a placé juste une constante additive en entrée du VCO de manière à pouvoir se positionner à la bonne fréquence. Juste quelques rappels sur le VCO, on ne le verra pas en pratique ici dans cette vidéo, c'est que je rappelle que le VCO, son but c'est de fournir en sortie un signal sinusoïdal dont la fréquence FR varie linéairement vis-à-vis de sa tension d'entrée UC. Donc F0, ici est le centre de la boucle du VCO, et sa constante de gain, donc KVCO, et la pente, mais ça, on n'en aura pas besoin puisqu'on n'aura pas d'aspect quantitatif. Première chose que nous allons voir, c'est la notion de verrouillage ou de non-verrouillage liée à deux types de plages de fréquences bien particulières qu'on va essayer de mettre en évidence et qu'on va mesurer d'ailleurs sur cet exemple-là. Alors si les deux fréquences d'entrée, donc la consigne du signal UE, et la fréquence de retour, donc la fréquence de sortie de la boucle qui provient de la sortie du VCO, sont identiques, on dira que la boucle est verrouillée. En fait, ça veut dire que l'asservissement est fait. Si
les deux fréquences sont différentes, bah, ça veut dire que la boucle est déverrouillée. Donc il n'y a pas poursuite entre les deux fréquences, l'asservissement n'est pas réalisé, il est raté. On va définir donc deux plages liées à cette notion de verrouillage et de déverrouillage, parce qu'on constate en pratique que le fait de partir d'un état initial donné n'est pas symétrique en fonction de cet état initial. Donc soit initialement l'état est verrouillé, donc la boucle est asservie, soit elle ne l'est pas. Donc initialement, on va par exemple supposer que la boucle n'est pas verrouillée. Eh bien, l'ensemble des fréquences qui permettent le verrouillage de la boucle est appelé la plage de capture, qui est donc délimitée par deux fréquences, une minimale fcmin et une maximale fcmax. Si par contre je pars d'un état verrouillé, donc l'asservissement est réalisé, eh bien il existe donc un domaine de fréquence pendant lequel je vais rester dans cet état, et donc il existe deux fréquences min et max qui vont être limites de cet état et qui vont arriver à un état de non-asservissement, donc de déverrouillage. On dira à ce moment-là que le signal quitte la plage de verrouillage. Donc la plage de verrouillage, c'est qu'on part d'un asservissement qui est réalisé, et c'est l'ensemble des fréquences telles que cet asservissement est maintenu. Alors on peut montrer que la plage de capture, elle est incluse dans la plage de verrouillage, incluse au sens large, ça veut dire que au mieux, la plage de capture est égale à la plage de verrouillage. Dans la plupart des cas, la plage de capture est plus petite que la plage de verrouillage. Le schéma qui est ci-dessous vous indique la situation, donc avec la plage de capture, la plage de verrouillage, et puis donc les quatre fréquences qui vont être liées à ces deux plages, qu'on va essayer d'identifier. Alors pour déterminer en pratique les plages de capture et de verrouillage, eh bien, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient tout simplement partir d'un des deux états, donc soit la boucle est verrouillée, soit elle ne l'est pas, et puis on balaye en fréquence, donc avec le signal d'entrée, de manière à atteindre soit la capture, soit la limite de la capture. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc je pars ici, je vais commuter sur l'écran qui me permet de voir le signal d'entrée et le signal de retour du VCO, et puis ensuite on va essayer donc de mesurer ces plages. Alors pour mesurer ces plages, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà remarquer quel est l'état initial. Donc l'état initial, quel est-il ici? J'ai a priori, donc si vous voyez bien au niveau de l'écran que vous avez sous les yeux, j'ai en bas l'indication de la fréquence du signal bleu qui est stable. Donc les deux signaux sont stables, hein. Bien sûr, on ne peut pas voir simultanément le signal jaune d'entrée et le signal bleu qui est le signal du VCO, tout simplement parce qu'ils ne sont pas à la même fréquence. Donc on ne peut pas visualiser avec un même appareil de mesure, un même oscilloscope, deux signaux qui sont très différents en fréquence. Donc qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on peut voir ici que le signal d'entrée, c'est un signal, alors je l'ai sous les yeux, qui est à 55 kHz. Alors on peut d'ailleurs en demander la mesure, hein. Donc on va lui demander de rajouter une mesure donc sur le signal donc numéro 2. Hop. Donc la deuxième place. Je vais lui demander une mesure de type fréquence et qui pointe sur la source numéro 1, donc pas de problème. Voilà, donc j'ai bien la fréquence du signal 1, jaune, et la fréquence du signal de retour. J'ai 150 kHz pour le VCO et j'ai 55 kHz pour le jaune. Si vraiment vous voulez vous en persuader de la stabilité, je vais me synchroniser sur le signal violet et vous voyez que le signal violet cette fois-ci est stable alors que le signal jaune ne l'est pas, et donc j'ai bien 150 et 55 sur les deux signaux. Je reviens avec une synchronisation sur la voie jaune. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais augmenter progressivement ici la fréquence, et lorsque je vais augmenter la fréquence, eh bien, je vais pouvoir atteindre une plage de verrouillage. Donc je vais tout doucement augmenter cette fréquence. Donc vous voyez qu'elle augmente au fur et à mesure. Et puis bien sûr je vais me rapprocher de la fréquence du signal bleu. Donc on va s'arrêter dès qu'on va avoir identité des deux fréquences. C'est ce qui détermine la plage de capture. Donc là on voit bien que les deux fréquences se rapprochent l'une de l'autre. Tac. Pour 135 kHz à peu près, donc j'étais à 135 quand ça a capturé, eh bien j'obtiens la fréquence de capture minimale. Alors si je reviens un petit peu en arrière, eh bien si je me mets par exemple à 130, eh bien vous voyez que
la boucle reste verrouillée. Donc ça veut dire que la plage de capture n'est pas identique à la plage de verrouillage, puisque une fois que j'ai capturé à 135, je peux revenir un peu en arrière et je reste verrouillé. Si je continue d'augmenter, eh bien, je vais rester bien sûr en verrouillage. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer donc de l'autre côté. Donc je vais me mettre par exemple à 200 kHz, et puis on va faire la même chose pour les fréquences descendantes. Donc là, je suis bien à 200 kHz pour le signal d'entrée, je diminue. Donc je suis à 190, 177. Là, je me rapproche des deux fréquences. Et pour 166 ici kHz, eh bien, j'obtiens le début de la plage de capture. Très bien. Donc là, j'ai défini ma plage de capture et ma plage de verrouillage. Une fois que j'ai fait ça, eh bien maintenant, je vais rester dans la plage de capture et je vais regarder quelle est la fréquence haute pour laquelle je reste verrouillé, quelle est la fréquence basse pour laquelle je reste verrouillé. Donc si j'augmente un peu en fréquence, eh bien, on va trouver ces deux fréquences. Ça y est. Donc pour 170 kHz, eh bien, je trouve la fréquence de verrouillage maximale. Je vais faire la même chose en basse fréquence. Donc je redescends, la boucle elle accroche. J'ai bien poursuite ici de mes deux fréquences. Donc ça c'est quand même quelque chose à remarquer. Vous voyez bien que ici sur les deux courbes, j'ai bien à chaque fois que je change la fréquence d'entrée, la fréquence de sortie qui se cale sur cette fréquence d'entrée. Donc ça veut bien dire qu'il y a bien un asservissement de fréquence qui est fait. Donc j'ai atteint mon objectif grâce à la boucle à verrouillage de phase. Donc je diminue en fréquence. Et puis pour une certaine fréquence basse, la boucle va décrocher. Voilà. Donc pour une fréquence basse de 129 kHz, elle a décroché. Donc si je reviens à mon graphique précédent, je vais pouvoir noter les valeurs de ces fréquences-là. Je vais pouvoir noter la fréquence de verrouillage minimum que je viens de déterminer ici. Cette fréquence de verrouillage minimum, elle est égale à quoi? Elle est égale à 129 kHz. Ensuite, j'ai retenu donc une fréquence de 135 pour FC min. Et en FC max, j'ai obtenu 160. Et puis en FV max, 170. A noter que 150, c'était le centre. C'est à peu près le centre ici de ma plage de capture qui est aussi le centre de la plage de verrouillage. Et donc ça va correspondre, comme on peut le remarquer, à la fréquence initiale du VCO lorsque la boucle n'était pas verrouillée. Et donc ça, c'est ce qui est le cas donc lorsque je sors de la plage de verrouillage. Donc là, c'est la première chose à bien voir, c'est l'existence de deux plages différentes en fonction de l'état initial de la boucle. Et donc, la mesure de ces deux plages est fondamentale et elle se fait tout simplement en balayant l'axe des fréquences depuis le min jusqu'au max. Alors à noter que je suis passé, donc j'ai d'abord déterminé la plage de capture et ensuite la plage de verrouillage, mais je peux d'un peu déterminer les deux en même temps. Je pourrais très bien partir d'une très basse fréquence, déterminer d'abord FC min puis continuer à augmenter pour trouver FV max, et puis je redescends pour avoir FC max et je retrouve enfin FV min. Bref, ça c'est une méthode un petit peu plus rapide. Une fois qu'on a vu ces deux plages, on va essayer de regarder plus en détail quel est le comportement de la boucle à verrouillage de phase. Alors pour étudier ce comportement, on va essayer d'abord de rappeler un peu le principe théorique de cette boucle à verrouillage de phase, et on va essayer de regarder tous les signaux, donc à tous les endroits, en fonction du fait qu'on soit non verrouillé ou verrouillé, et verrouillé au centre, pas au centre. Bref, on va essayer de retrouver un petit peu tout ce qu'on a l'habitude de voir sur la boucle à verrouillage de phase et sur les asservissements. Alors je vous rappelle que l'objectif du comparateur de phase lorsqu'il est relié à un filtre passe-bas, donc comme c'est marqué ici donc sur le schéma, eh bien ça va être de faire apparaître non seulement une différence de phase, ça c'est l'objectif du comparateur de phase qui est joué par le multiplieur, mais plus que ça, ça va être aussi d'essayer d'avoir une relation linéaire en sortie du filtre passe-bas entre la tension du filtre de sortie, enfin la tension de sortie du filtre passe-bas et le déphasage des deux signaux d'entrée. Alors ce serait trop compliqué et difficile déjà de contrôler la boucle à verrouillage de phase directement en phase. On va s'intéresser, pour caractériser ce comparateur de phase, donc à deux signaux qui vont avoir, on va voir par la suite des fréquences constantes, donc des fréquences identiques lorsqu'on est en verrouillage. Et donc on va du coup s'intéresser d'abord à l'accrochage en fréquence de la boucle à verrouillage de phase.
Donc si j'ai des fréquences différentes, c'est que bien évidemment j'ai des phases différentes et on va voir en fonction de ces fréquences différentes à quelles conditions je peux avoir accrochage et à quelles conditions j'aurai aussi décrochage. Une fois que ces conditions auront été trouvées, que ce domaine de fréquence dont on vient de parler sur les plages aura été analysé, eh bien je serai capable de tracer la caractéristique du comparateur de phase, donc à savoir la valeur moyenne du signal de sortie du multiplieur qui est en fait UD, donc la sortie du filtre passe-bas, en fonction de la différence de phase. Et si je sais faire ça en fonction de la différence de phase pour une fréquence donnée, bah, je sais le faire a priori pour toutes les fréquences comme on va le voir. Alors le premier signal d'entrée, je vais supposer qu'il a une phase à l'origine mais qui pour l'instant m'apporte peu, mais que surtout il est associé à une fréquence FE et une pulsation oméga E. Le signal de retour du VCO c'est FR associé à une pulsation oméga R. Et dans un premier temps, je vais supposer que le filtre est idéal, il a un gain unitaire, de temps en temps je ferai des petites remarques pour montrer qu'est-ce qui se passe puisqu'il n'est pas idéal. Je vais supposer qu'il a une fréquence de coupure haute et puis je vais supposer impérativement, donc ça va être l'hypothèse de base, que la fréquence de coupure du filtre est forcément plus petite que la somme des deux fréquences FE plus FR, quel que soit FE, quel que soit FR. Alors, avant d'aller plus loin, première remarque, c'est que si jamais en entrée, je mets donc un UE qui est égal à 0, donc c'est-à-dire que je vais court-circuiter mon signal. Donc pour court-circuiter le signal, qu'est-ce que je viens faire? Bah, je viens tout simplement prendre un fil et faire un court-circuit à l'aide de mon fil. Donc c'est ce que je vais faire. Sur la manip que vous avez vue, je vais court-circuiter tout simplement ce signal, mettre 0 en entrée, et puis on va regarder ce qui se passe à tous les endroits de la boucle à verrouillage de phase. Alors, on peut peut-être avant essayer de prévoir le comportement. Si jamais je mets 0 à l'entrée du multiplieur, nécessairement, ça veut dire qu'au niveau de la sortie du multiplieur, le D il sera égal à 0. Donc si je mets 0 ici, j'aurai 0 en sortie. Donc a priori, le UD, il devrait être aussi nul. Donc si le UD est nul, ça veut dire que l'oscillateur commandé en tension, le VCO, eh bien, il va osciller à sa fréquence centrale, c'est-à-dire les 150 kHz qu'on avait fixés. C'est ça qu'on devrait avoir. Eh bien, vérifions-le. Donc, je vais repasser avec l'oscilloscope. Et donc, l'oscilloscope qui a toutes les voies qui vous permet de voir donc, le signal jaune qui est le signal d'entrée que je vais court-circuiter, le signal bleu qui est le signal donc de sortie du VCO, et puis le signal dans l'ordre de sortie du multiplieur en rouge-rose, et puis en vert, le signal de sortie du filtre passe-bas. Donc je court-circuite tout ça, donc je fais la manip, donc je déconnecte un fil et je lui mets un court-circuit à la place en sortie du générateur, et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc on voit bien que le signal jaune, il vaut bien 0, on voit bien que le signal rouge-rose, donc le C3, il vaut bien 0, et que C4 vaut bien 0. Tout est logique. Si maintenant je déterminais la fréquence de signal de sortie, bah on l'a à droite de l'écran. La mesure numéro 5 me donne la fréquence du signal bleu, c'est-à-dire 150 kHz. C'est bien le centre du VCO qu'on a fixé. Donc tout est cohérent vis-à-vis de ce qu'on vient de voir. Alors maintenant, ça c'est pas tellement intéressant, hein, puisque ce qu'on veut dans une PLL, c'est asservir une fréquence. Hein, donc du coup, on a envie d'avoir un signal qui n'est pas nul. Donc, qu'est-ce qui se passe si je mets un signal UE de t qui est non nul? Eh bien, d'un point de vue mathématique, si le signal maintenant est non nul, j'ai un produit de deux cosinus de fréquences différentes. J'ai donc la somme d'un cosinus de la différence et un somme avec un cosinus de la somme. J'ai donc deux fréquences qui apparaissent, une fréquence haute qui est FE plus FR avec une fréquence basse qui est FE moins FR. Donc là déjà, je fais apparaître donc deux mondes fréquentiels un petit peu différents puisque je vais faire apparaître une différence de fréquence qui a priori est plutôt basse et une somme de fréquences qui dans tous les cas sera plutôt élevée. Alors élevée par rapport à quoi et basse par rapport à quoi? Bah, par rapport à la fréquence de coupure du filtre. J'ai donc deux cas de figure. Premier cas de figure, le filtre filtre les deux fréquences que je viens de voir. Donc à savoir FE moins FR et FE plus FR. Auquel cas, bah, normalement, théoriquement, en sortie du filtre, j'ai 0. Si j'ai 0 en sortie du filtre, rien ne se passe de différent par rapport à la situation précédente où j'avais mis 0 en entrée. Donc la PLL n'est pas accrochée puisque j'aurai du coup toujours une fréquence identique pour le VCO qui sera différente de FE. Deuxième situation, la fréquence de coupure du filtre est plus grande que la plus petite des deux fréquences que j'ai fait intervenir. Auquel cas, la valeur qui va sortir du filtre sera non nulle. Donc ça veut dire qu'il va se passer des choses
à l'entrée du VCO, donc il va se passer des choses à la sortie du VCO, et donc il va y avoir un effet de bouclage, un effet de rétroaction, et il va se passer pas mal de choses qu'on va essayer de mettre en évidence maintenant. Donc premier cas de figure, illustrons-le. Eh bien, à l'aide du schéma, puis à l'aide des signaux, si j'ai un FE par exemple très grand devant FR, partant d'une situation où FR est centré sur sa fréquence centrale FR0, eh bien, on a vu qu'il y avait deux fréquences qui caractérisent mon signal de sortie du comparateur de phase. Et on a dit que si ces deux fréquences sont filtrées, eh bien, on a quasiment 0 en sortie de UD. Eh bien, je vous propose qu'on regarde ça et qu'on regarde le fait qu'il n'y ait pas d'accrochage. Donc ici, j'ai une situation. Je vais régler la situation avec vous. Donc si je regarde notamment mes 4 signaux de tout à l'heure, je vais me placer dans le cas où les fréquences sont très différentes. Par exemple, je vais aller avec une fréquence d'entrée de 50 kHz. Donc à droite, vous avez toujours les 4 fréquences qu'il peut trouver dans les 4 signaux, donc jaune, bleu, rose et vert. Le premier signal est à 50 kHz. Le deuxième signal, qui est le VCO, reste à 150 kHz. Il reste au centre de sa plage de fonctionnement et rien ne change par rapport au court-circuit de tout à l'heure en fait. Si je regarde le troisième signal, alors si je regarde le troisième signal, je vais peut-être faire un petit stop pour qu'on le voit un peu mieux. Le troisième signal, eh bien on voit qu'il est composé au moins de 2 fréquences. Donc on voit qu'il y a une première période qui est une période assez longue. Donc on va par exemple de ce point-là que je suis en train de montrer au point d'après. Ça va être une grande période, donc une petite fréquence. Et puis donc on voit également que on a une autre périodicité qui correspond à chacun des maxima locaux ou des minima locaux, donc qui est une double périodicité quelque part par rapport à la première. Ça c'est la fréquence haute. Donc ces deux fréquences on peut les identifier notamment à l'aide du spectre qui est en haut à droite. Ce spectre qui est en haut à droite, il identifie une fréquence essentielle principale qui est de 100 kHz et l'autre de 200 kHz. Ça correspond bien à 150 moins 100. Donc, moins 50, pardon, ça fait 100. Et 150 plus 50, ça fait bien 200 kHz. Si je regarde ce qui se passe après le filtre, nécessairement, j'ai une atténuation des deux raies. Et l'atténuation de la deuxième raie est plus prononcée que la première, puisque on est avec un filtre passe-bas. Donc la pente de moins 20 dB par décade fait qu'on atténue plus la fréquence élevée que la fréquence moins élevée. Donc en sortie, j'ai quasiment 0. Alors c'est pas tout à fait exact, si on regarde en sortie. On voit que le signal de sortie a une légère ondulation qui est à la fréquence la plus faible, mais qui est quand même beaucoup plus faible que les autres signaux. Donc on n'a pas rien, le filtre n'est pas idéal, ce n'est pas un filtre type fonction porte. Donc là on a bien compris ce qui se passait au niveau de la PLL lorsque les deux signaux ont des fréquences très différentes, puisque du coup on a bien si je reviens sur le PowerPoint, exactement cette situation-là. Donc, à savoir que les deux signaux d'entrée et de sortie restent identiques, à leurs fréquences complètement différentes. On a un mélange des fréquences au niveau du comparateur de phase, mais tout est filtré, donc il ne se passe rien. Qu'est-ce qui se passe maintenant lorsque la fréquence d'entrée se rapproche de la fréquence du VCO? On a toujours en sortie nos deux fréquences, FE-FR et FE plus FR. Mais cette fois-ci, FE-FR, elle devient de l'ordre de grandeur de la fréquence de coupure, ici 5 kHz, et donc elle peut même être en dessous d'ailleurs de cette fréquence de coupure. Donc ce qui va se passer, c'est qu'au niveau du filtre, si on est de l'ordre de grandeur de la fréquence de coupure ou plus petite, eh bien la composante basse fréquence va passer. Donc le signal de sortie du filtre va devenir sinusoïdal, au lieu de 0 de tout à l'heure. Ça veut donc dire qu'autour du point de fonctionnement du VCO de tout à l'heure, qui était la fréquence centrale, je lui présente à ce VCO un signal qui va varier en tension et qui va passer par un maximum et un minimum. Donc le point de fonctionnement du VCO, eh bien lui, il va osciller. Il va augmenter en fréquence, le VCO, puis diminuer en fréquence, puis augmenter en fréquence, puis diminuer. C'est ce qui est représenté à gauche. Donc ici, on voit bien à gauche que la partie FR va varier au cours du temps. En fait, on verra un peu plus tard que il s'agit d'une modulation de fréquence. Si jamais pendant un instant donné, la fréquence du VCO comprend entre autres la fréquence du signal d'entrée, eh bien là la PLL va complètement changer de comportement, puisqu'en fait, si jamais pendant un bref instant FE égale à FR, eh bien tout va changer en sortie du comparateur de phase.
tout va changer parce que du coup, je ne vais plus avoir qu'une seule fréquence qui est la fréquence double et une constante. La constante correspondant en fait au nouveau point de polarisation qui est différent de F0 qui va dépendre uniquement de Fe. Essayons de voir tout ça. Si je regarde tout ça, je vais augmenter donc progressivement la fréquence du signal d'entrée. Je vous rappelle que la capture avait lieu à 135 kHz. Donc là, on est avec une fréquence jaune de, pour l'instant, si je m'arrête, de 80 kHz. Donc j'y suis encore un peu loin. Mais on voit que, exactement, on a le même comportement que tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai le signal bleu qui a toujours la même fréquence. J'ai le signal rose-rouge qui a toujours deux fréquences. D'ailleurs, on les voit un peu mieux maintenant parce qu'elles sont très différentes. Donc si je fais un stop, on voit bien en effet une grande période qui est ici, qui correspond à la différence de fréquence. Et on voit bien une petite période qui correspond à une fréquence plus élevée, qui est la somme des deux fréquences. Ce que je retrouve aussi à ce stade-là, donc sur le spectre, puisque je retrouve 48 kHz. 48 kHz, ça doit bien correspondre à peu près à 150 moins 102, exactement. Et puis un grand pic qui est à 252 kHz, qui correspond à 150 plus 52. Et puis en vert, je retrouve les deux composantes, dont la deuxième est plus filtrée que la première. Remarquez une chose, bien sûr, sur les spectres, c'est que plus j'augmente la fréquence du signal d'entrée, et plus les deux raies vont se séparer. L'arrêt en basse fréquence va tendre vers 0, tandis que l'arrêt en haute fréquence augmente, c'est logique. J'ai FE moins FR avec FE qui diminue, et FE plus FR, j'ai FE moins FR, donc il va diminuer, puisque l'écart entre les deux se rapproche, enfin diminue. Et puis j'ai FE plus FR qui va forcément ici augmenter, puisque FE augmente. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate également sur le signal vert que l'ondulation résiduelle va augmenter en amplitude. Donc on va être attentif à ce signal vert également. Alors je peux me synchroniser sur le signal vert peut-être pour le voir plus facilement. Voilà. Donc si je me synchronise sur le signal vert, on voit que plus j'augmente en fréquence, et plus son amplitude augmente. J'espère que donc c'est assez visible. Alors je peux revenir un peu en arrière, donc là je suis à 126 kHz. Si je vais à plusieurs dizaines de kHz en dessous, vous voyez que le signal vert a bien une amplitude qui diminue. Donc ça c'est logique parce que si je remonte maintenant en fréquence, on est d'accord que l'écart FE-FR diminue, puisque FE se rapproche de FR, c'est ce qu'on voit aussi sur le spectre. Donc ça veut dire que la composante qui passe dans le filtre est de moins en moins filtrée. Et donc ça veut dire que, c'est bien ce que j'annonçais, le signal de commande du VCO, qui est le signal vert, va avoir une grandeur qui va être de plus en plus importante. Donc le VCO va osciller. Avant d'aller dans la capture, je vous propose qu'on change d'écran et qu'on regarde justement ce signal du VCO. Là, on n'est pas très loin de la capture, parce qu'on est à 126 kHz. Je vais peut-être me mettre encore plus proche. Je vais me mettre à 130 kHz. Donc je vais prendre l'autre écran, et je vais me synchroniser sur le signal du VCO. Et puis je vais un petit peu oublier le signal d'entrée puisque ici il me perturbe. Voilà. Si je regarde le signal du VCO, vous voyez que par rapport à une basse fréquence du signal jaune de tout à l'heure, il change complètement, il n'est plus stable. Alors, je vais peut-être quand même remettre un tout petit peu le signal jaune pour qu'on puisse savoir également la fréquence, mais je vais le mettre un peu au-dessus, de manière à ce qu'il ne nous perturbe pas trop. Je vais le mettre en plus petit parce que ce n'est pas celui-ci qui nous intéresse. Comme ça, il pourra trouver la fréquence et vous l'afficher. Donc, si je regarde donc ce signal bleu-violet là du sortie du VCO, et que maintenant je refais cette même expérience, mais en plus basse fréquence, pour bien vous montrer la stabilité. Là, je suis à 10 kHz du signal d'entrée, ou même 20 kHz. Ici, vous voyez qu'il est relativement stable, le signal bleu. Et plus je vais augmenter le signal jaune en fréquence, vous allez voir que plus il va être oscillant. Donc voilà, donc là je suis à 110 kHz du signal jaune, 120, et puis ici on est à 130. Voilà, 130. Vous voyez que pour 130 kg en fait, le signal de sortie du VCO, il joue l'accordéon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa fréquence au cours du temps va passer par un maximum, puis va diminuer, va atteindre un minimum, puis va réaugmenter, et ainsi de suite. Et ça au cours du temps. Je peux essayer de faire des captures d'image. Là, c'est
donc à un moment donné, vous voyez que j'ai figé l'image, c'est 153 kHz. Je vais changer d'instant, je vais trouver 156. Donc là, c'est aléatoire, hein. Je change encore d'instant, je trouve 142. Je change encore d'instant, je trouve 137. Donc vous voyez que la fréquence, elle évolue au cours du temps. Parce que le signal d'entrée du VCO évolue au cours du temps en amplitude, parce que le signal de sortie du filtre est de moins en moins bien filtré, puisque les deux écarts de fréquence se réduisent. Alors qu'est-ce qui se passe? Si je reviens maintenant à l'autre vue, qu'est-ce qui se passe lorsque je vais avoir la capture? Eh bien, dès que je vais avoir une fréquence d'entrée qui va correspondre à la fréquence de retour, j'ai dit que tout changeait, puisque du coup je n'ai plus deux fréquences en sortie du multiplier, mais j'ai qu'une seule fréquence qui est la fréquence haute, et j'ai une composante continue, puisque FE égale FR. Donc je vais augmenter, tout doucement, vous allez voir que brutalement, regardez surtout les spectres, et puis on va commenter après les signaux. Donc là le spectre va encore diminuer. Alors, je ne l'ai pas commenté, mais au niveau des spectres, il y a d'autres raies parasites, à part les raies de forte amplitude. Ça provient de plusieurs choses. D'abord, le multiplier va vous générer un certain nombre de raies parasites. Donc, il ne va pas juste faire la multiplication, il va faire aussi, il va laisser passer le signal d'entrée, donc basse fréquence, le signal d'entrée haute fréquence. Il va aussi générer du carré sur ces signaux d'entrée et sur ces signaux multipliés. Il faut savoir que l'opération de multiplication, elle est difficile à faire en électronique. Et donc du coup, ils sont tous imparfaits, les multipliers. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment s'attacher aux raies maximales. Donc les autres raies, ce sont des parasites qu'on peut très bien éliminer par un filtrage plus adapté que du filtre du premier ordre. Donc ça poserait aucun problème. Mais ici, pour la PLL, vous savez bien qu'on est obligé de ne prendre qu'un filtre du premier ordre pour des questions de stabilité. Donc les deux groupes de fréquences haute et basse donc se sont bien séparés. Et puis je vais encore augmenter. Et voilà. Donc là, tout a changé. Tout a changé. Pourquoi? Parce que d'abord, si je regarde les signaux temporels sur la partie gauche, alors là j'étais synchronisé sur le... Je vais me resynchroniser sur la voie qui nous intéresse, donc la voie 1 par exemple. Si je regarde donc les signaux, le signal d'entrée, le signal d'entrée sur lequel je suis synchronisé, eh bien, il est à une fréquence de 134. Mais le signal bleu, il est totalement stable et il est identique en termes de fréquence au signal jaune. Si vous regardez la mesure de fréquence à droite, c'est rigoureusement la même. Si j'augmente d'1 kHz le signal jaune d'ailleurs, hop, le signal bleu augmente d'1 kHz. C'est bien la propriété d'un asservissement de fréquence. Si je change la fréquence d'entrée, la fréquence de sortie suit la fréquence d'entrée. Donc là, je suis vraiment en présence d'un asservissement de fréquence qui est réalisé. Donc je suis rentré dans la plage de capture et j'ai donc un nouveau phénomène qui se passe par rapport au phénomène précédent. Si je regarde le signal de sortie du multiplier, eh bien le signal de sortie du multiplier, à peu de choses près, on voit quasiment qu'une seule fréquence. Une fréquence d'ailleurs assez élevée. Donc qui correspond, si je regarde l'analyse en fréquence qui est faite par l'oscilloscope sur la droite, à 270 kHz. 270 kHz, c'est bien 135 plus 135, donc ça correspond bien. Et enfin, si je regarde le signal vert, qui est le signal filtré, alors, je n'ai pas tout dit sur le signal jaune, mais le signal jaune, vous voyez qu'il a une composante continue. Il n'est pas de valeur moyenne nulle. Il n'est pas de valeur moyenne nulle parce que la PLL, donc le produit des deux fréquences en tout cas, a fait intervenir une différence, donc une demi-somme, donc qui est le cosinus de la différence des fréquences qui vaut 0, c'est une différence de fréquence, mais il y a le déphasage constant qui est dedans. Et puis, il y a le cosinus de la somme des deux fréquences, là, qu'on a mis en évidence, c'est les 270 kHz. Comme il y a une composante continue en entrée du filtre passe-bas, il y a donc une composante continue en sortie du filtre passe-bas. Cette composante continue en sortie du filtre passe-bas, elle est là indirectement pour piloter le VCO, pour dire que cette valeur-là va correspondre à la fréquence du signal d'entrée, puisqu'un VCO fait passer d'une tension à une fréquence. Si je regarde maintenant les spectres des deux signaux, eh bien, on retrouve bien sûr donc le signal à 270 kHz, mais on ne retrouve pas le signal constant, puisque avec la FFT ici, on ne peut pas mettre en évidence le signal constant. Mais il n'y a plus d'autres raies de très basse fréquence. Vous remarquerez juste qu'il y a une raie parasite à 135 kg, c'est celle dont je parlais tout à l'heure, les signaux d'entrée passent quand même. Si j'augmente la fréquence d'entrée, bien sûr la fréquence de retour suit, mais regardez surtout le signal rose et vert. Vous voyez que la valeur moyenne du signal rose change, s'adapte. La valeur moyenne du signal vert s'adapte également. Tout ça, ça change de manière à maintenir la fréquence du signal d'entrée.
Donc on peut le voir aussi à l'envers, c'est-à-dire que si je change la fréquence du signal d'entrée, eh bien c'est que forcément en entrée du VCO, la valeur moyenne a changé pour pouvoir suivre cette fréquence d'entrée. Ça, c'est la première chose que l'on met en évidence sur le phénomène de bouclage. Revenons maintenant donc à cette partie donc un peu théorique, on va dire, et analysons a posteriori ce qui s'est passé. Eh bien, lorsque la boucle est verrouillée, ça veut dire que FE est égal à FR, donc je n'ai plus qu'une seule fréquence en entrée, mais j'ai une composante continue qui va exister ici. Cette composante continue, elle va passer à travers le filtre, et elle va être telle d'ailleurs que la fréquence de retour soit égale à FE et soit égale à F0 plus KVCO fois cette constante. Maintenant, j'ai quitté le centre et je me suis baladé sur la caractéristique du VCO pour atteindre FE, et FE correspondant bien sûr à UC0. Et donc en sortie, j'ai quoi du VCO? J'ai nécessairement le même signal qu'en entrée. Alors si maintenant on regarde ce qui se passe en termes de déphasage, et donc c'est peut-être la chose la plus compliquée à bien comprendre, le facteur le plus compliqué à bien comprendre sur la PLL, mais qu'on va essayer de voir en pratique. Alors, je vais vous partager maintenant l'écran. L'écran des deux signaux qui nous intéressent, donc en jaune le signal d'entrée et en bleu le signal de retour. Si je change la fréquence, bien évidemment, on l'a dit, la fréquence du signal bleu va suivre la fréquence du signal jaune. C'est ce qu'on voit sur les mesures. Là, je suis à 152 signal d'entrée, 152 signal de retour. Pas de souci. Maintenant, il y a autre chose que l'on peut remarquer. C'est que lorsque je change la fréquence, je change le déphasage entre les deux. Alors, on peut le voir de deux manières. La première manière, c'est que, effectivement, lorsque je change la fréquence, ça veut dire que je vais avoir un cosinus du déphasage qui va passer sous le filtre. C'est la valeur moyenne de sortie du multiplieur. Cette valeur moyenne de sortie du multiplieur, elle va être filtrée et créer la commande du VCO. C'est l'équation qu'on vient de voir tout à l'heure, à savoir que le VCO et la boucle, elle réagit de telle manière à ce que la fréquence d'entrée soit égale à la fréquence de retour et soit fonction d'une constante en entrée du VCO pour maintenir FE égale FR. Donc là, on voit bien que effectivement, donc le déphasage va évoluer en fonction de la fréquence. Une remarque particulière, c'est que si je me place à la fréquence d'oscillation libre du VCO qui est 150 kHz, on constate que le maximum du signal jaune va correspondre à l'annulation du signal bleu. Donc en gros, ici, je vais avoir un déphasage de plus ou moins pi sur 2. On pourrait lever l'indétermination du signe en raisonnant sur qui est en retard, qui est en avance. Mais ce qui est important de voir ici, c'est bien que je suis en quadrature. Donc le centre de la plage de capture correspond au centre de la plage de verrouillage, correspond à un déphasage de pi sur 2 entre les deux signaux, et ça correspond du coup à la fréquence d'oscillation libre du VCO. Allons plus loin. Finalement, ce qu'on a vu, c'est que lorsque j'augmente FE, j'augmente la phase, donc j'augmente la valeur moyenne de D, donc j'augmente la valeur moyenne de UC, et ça va augmenter la fréquence de manière à poursuivre la fréquence d'entrée qui a augmenté. Donc tout ça, c'est logique. C'est complètement logique. Si maintenant je regarde en termes d'équation, eh bien en termes d'équation, donc la composante qui va rester, qui va passer sous le filtre, c'est une composante qui est fonction de la différence des fréquences. Vous êtes d'accord? Si les deux fréquences sont nulles, ça veut donc dire que, a priori, j'ai un cosinus de delta phi qui va correspondre au déphasage entre mes deux signaux d'entrée. Si les deux fréquences sont non nulles, je pourrais également avoir un déphasage qui existe, puisque les deux fréquences vont être différentes, mais ce déphasage va varier très rapidement. Donc ce n'est pas forcément facile à analyser. Mais lorsque j'ai atteint la plage de capture, les deux fréquences sont identiques, mais il me reste un déphasage qui va exister entre les deux signaux. On vient de voir que ce déphasage, il était en gros égal à moins pi sur 2. Donc c'est exactement ce qu'on vient de voir. Ce déphasage-là étant égal à moins pi sur 2, c'est pour la fréquence d'entrée égale à la fréquence de retour égale à 150 kHz. Et on vient de voir que ce déphasage changeait autour de pi sur 2 lorsqu'on augmentait la fréquence ou lorsqu'on la diminuait. Et bien en fait, ici, la caractéristique
donc, du comparateur de phase une fois que les fréquences sont filtrées et lorsque l'on a accroché la PLL, c'est la suivante. C'est que la valeur de sortie du filtre, c'est une constante cosinus du déphasage des deux signaux d'entrée. Lorsque je suis à moins pi sur 2, ici, je suis au centre de ma plage de capture, donc aussi de verrouillage. C'est la fréquence d'oscillation libre. Les deux signaux sont en quadrature. Si j'augmente la fréquence d'entrée, eh bien, ou que je la diminue, je vais me balader autour de moins pi sur 2. Et c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur les deux signaux. Si maintenant, j'augmente encore la fréquence, ou que je la diminue, je vais atteindre potentiellement deux points particuliers. Je vais atteindre ce point particulier-là qui est le maximum de mon cosinus, ou le minimum de mon cosinus. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, tout change parce que j'ai beau encore augmenter la fréquence d'entrée, donc vouloir augmenter mon déphasage, la tension de sortie ne peut plus augmenter. Donc ça veut dire que la fréquence ne va plus pouvoir augmenter. Donc là, je vais avoir perte de mon asservissement parce que j'ai une non-linéarité. En gros, je demande comme consigne une augmentation de ma fréquence, donc une augmentation du déphasage. Le système, il ne peut pas. Il fait le contraire. Il va commencer à rediminuer la fréquence de sortie du VCO. Donc elle décroche. C'est ce qu'on peut revoir sur les signaux ici. Donc elle va décrocher normalement lorsque les signaux seront soit en phase, soit en opposition de phase. Donc moins pi sur 2. Moins pi, pardon. C'est ce qu'on va constater ici. Si jamais je change ma fréquence d'entrée, vous allez voir que le déphasage il va s'adapter à la fréquence d'entrée. Et il va arriver un moment à partir duquel la PLL va décrocher. Elle a décroché tout près de pi. Alors je vais le refaire de manière peut-être plus lente. Je vais aller plus lentement sur la variation en fréquence. Vous voyez que là on tend vers un déphasage de pi des deux signaux et qu'elle va décrocher au moment où je vais vouloir aller au-delà de ce déphasage de pi. Voilà, donc là on a quasiment atteint pi et dès que j'ai un tout petit peu franchi le cap de pi, la PLL elle a décroché. Ce que j'ai fait dans un sens, je peux bien sûr le faire dans l'autre. Et on va vérifier que c'est totalement symétrique. Donc je vais aller plus lentement quand je vais arriver vers un déphasage de 0. Donc vous voyez que là, je vais progressivement vers un déphasage de 0 entre les deux. Donc là, j'y vais vraiment doucement pour qu'on puisse le voir. Donc là, je suis presque à 0. Et paf, j'atteins 0. Là, la PLL, elle décroche. Parce que dans le cas de 0, j'ai demandé encore une diminution ici de fréquence. Et cette diminution de fréquence, dans ce cas présent, eh bien, ne pouvait pas être assumée par le VCO. Enfin, par le comparateur de phase, pardon, ici. Et donc, le comparateur de phase va piloter le VCO en sens inverse. Au lieu de diminuer la fréquence, il va redemander une autre fréquence plus élevée. Donc, naturellement, je n'ai plus de verrouillage puisque les deux fréquences deviennent différentes. Donc voilà l'exploration des signaux, on va dire, de la PLL. Donc ça, c'est vraiment le comportement qualitatif. Donc il n'y a pas vraiment d'équation derrière. Pour avoir un comportement plus quantitatif, après, il faut linéariser chacun des blocs pour aboutir à un schéma d'asservissement au sens schéma bloc de fonction de transfert. Et donc ensuite, utiliser les outils de l'asservissement pour quantifier les erreurs, pour quantifier la rapidité et pour quantifier la stabilité.